Quelles sont maintenant les étapes de production de l'acide citrique? Pour préparer l'acide citrique, pour synthétiser l'acide citrique d'une manière industrielle, il faut passer par certaines étapes qu'on va donc revoir séparément et en détail. La première des étapes, c'est la préparation de l'inoculant. La souche d'Aspergillus niger est ensemencée stérilement, bien entendu, dans des boîtes de pétri qui contiennent un milieu gélosé. Et le milieu gélosé, c'est un milieu à l'extrait de malt. En effet, il faut dire aussi que l'Aspergillus niger pousse non seulement sur gélose PDA et sur gélose de Saburo, mais on peut utiliser aussi la gélose à l'extrait de malt qui convient aussi à la croissance et le développement des moisissures. Donc, dans la préparation de l'inoculum de départ, il suffit donc de prendre uniquement un milieu gélosé qui est la gélose à l'extrait de malt. Quelle est la composition de ce milieu-là? D'abord, il y a l'extrait de malt. Bien sûr, c'est un milieu qui se vend dans le commerce et selon le fabricant, normalement, c'est un milieu qui contient de l'agar et bien sûr, il faut lui rajouter de l'eau distillée. Cependant, il faut signaler qu'on peut se procurer de l'extrait de malt, c'est-à-dire un produit chimique qui se vend dans le commerce et qui ne contient pas d'agar. Donc vous mettez uniquement l'extrait de malt et puis vous prenez séparément l'agar que vous rajoutez au milieu pour le rendre solide. Donc l'extrait de malt qui est utilisé pour l'ensemencement et puis donc le développement de Aspergillus niger, c'est un milieu qui contient l'extrait de malt à raison de 30 grammes par litre d'eau distillée. On va rajouter l'agar, 12 à 15 grammes. Pourquoi 12 à 15 grammes? Parce qu'il s'est avéré que certains flacons qui contiennent de l'agar ne donnent pas une bonne solidification lorsqu'on utilise uniquement 12 grammes dans 1000 ml d'eau distillée. Il faut augmenter la concentration de l'agar et donc il faut l'augmenter jusqu'à 15 grammes. Mais il faut signaler aussi une chose, c'est que parfois, même si on utilise 15 grammes d'agar par litre d'eau distillée stérile, on n'arrive pas à avoir un bon milieu gélosé. C'est la raison parfois, on dépasse même 15 grammes pour arriver jusqu'à 17 grammes. Mais en général, la quantité ou bien la concentration de l'agar qu'il faut utiliser, c'est 12 à 15 grammes par litre. Il faut veiller à ce que le pH du milieu, une fois préparé, soit de l'ordre de 5,5. Alors, je reviens un petit peu au malt. Le malt, c'est quoi? Le malt, il est issu, bien sûr, d'une céréale qui est germée, et cette céréale, c'est généralement de l'orge. Cette orge, bien sûr, est cuite pour qu'il dégage tous ses arômes. Et la gélose à l'extrait de malt, comme deuxième remarque, on peut dire que c'est une gélose qui est utilisée pour l'isolement et la conservation des souches de moisissure. Elle est aussi utilisée pour le dénombrement des moisissures et des levures dans les produits alimentaires. Donc finalement, la gélose à l'extrait de malt a son importance dans le domaine agroalimentaire. Après donc ensemencement des souches de moisissure, donc d'Aspergillus niger, sur le milieu gélosé à l'extrait de malt, on va incuber les boîtes de pétri à température 30 degrés pendant un temps de 3 à 4 jours. Et après ce moment-là, on va remarquer l'apparition de spores à la surface d'un mycélium. Il y a donc des spores de moisissure qui se forment à la surface de la boîte de pétri, bien sûr à la surface du mycélium. Ces spores vont être bien sûr raclés à l'aide d'une pipette Pasteur stérile et puis effilée, ou bien à l'aide d'un étaloir si vous voulez, et elles vont être reprises
est mise dans un petit flacon qui contient de l'eau distillée stérile. Il faut veiller à ce que la suspension de sport que vous allez préparer contienne environ une concentration de 1,5 10 puissance 7 spores par ml. Comment savoir si vous avez dans votre suspension une telle concentration? Eh bien, tout simplement, vous allez utiliser la cellule de Thomas, qu'on appelle encore cellule de Malassez. La cellule pardon. Ah, pas non, c'est un problème. Ou cellule de Malassez. La cellule de Malassez, c'est une cellule qui contient beaucoup de rectangles, une centaine de rectangles, plus exactement 100 rectangles, et ces rectangles sont quadrillés. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On dépose un petit volume dans la cellule de Malassez qu'on va recouvrir d'une lamelle. La lamelle, bien sûr, c'est la lamelle spéciale à la cellule de Malassez. On laisse sédimenter les spores pendant 2 à 3 minutes et on procède au comptage de ces spores. Il faut compter un nombre de spores dans environ 10 rectangles et puis vous multipliez, alors on compte si vous voulez, on fait donc on compte. On compte les spores. Dans 10 rectangles. Et puis, on multiplie le nombre. Donc, c'est par exemple le nombre grand N. Et on prend le N, on le multiplie par 10 000. Je dis bien par 10 000. Ça vous donne un nombre de spores. Par millilitre du milieu de la suspension. D'accord? Donc, vous comptez le nombre de spores dans 10 rectangles, vous le multipliez par 10 000, ça vous donne le nombre de spores par ml. Alors, s'il s'avère que votre suspension bactérienne, votre suspension de spores est très concentrée, c'est-à-dire elle dépasse les 10 puissance 7 spores par ml, vous diluez votre suspension et puis vous refaites le comptage jusqu'à ajuster la concentration à 10 puissance 7 spores par ml. Alors, une fois maintenant la suspension de spores est préparée, nous allons passer à l'inoculation de cette suspension dans un milieu de culture, donc dans le fermenteur. Alors, la concentration de 1,5 10 puissance 7 spores par ml,
il faut dire que c'est une suspension qui convient à un volume de milieu de culture qui est de 50 ml. Donc, 1,5 10 puissance spores par ml suffit uniquement pour inoculer un volume de 50 ml. Donc, vous faites la règle de 3. Si vous avez 5000 ml, vous faites la règle de 3 et donc vous déduisez le volume à pipeter à partir de votre suspension que vous avez préparée. Alors, une fois que vous avez inoculé votre souche, bien vos spores dans le milieu de culture, il faut dire que ces spores vont passer l'heure de leur évolution par les étapes suivantes. Tout d'abord, la première des étapes, qu'on appelle phase 1, cette étape correspond à la germination des spores. En effet, suite à l'inoculation des spores dans le fermenteur en question contient le milieu de culture. Le milieu de culture, il contient comme source de carbone le saccharose. On vient de le dire, la concentration qu'on utilise, c'est généralement entre 15 et 25%. À ce sucre, il faut rajouter des éléments minéraux qui sont le sulfate de magnésium à raison de 0,15 g par litre, le phosphate monopotassique à raison de 0,3 g par litre. Il faut rajouter de l'urée qui va nous fournir de l'azote pour le milieu de culture à raison de 1 g par litre. Et il faut aussi fournir des oligo-éléments. Alors, bien sûr, une fois les spores sont inoculés dans le fermenteur, après un certain temps, elles vont commencer à germer. Et la germination, ou bien la durée de germination, ou bien le temps de germination, dépend étroitement de la température. Bien sûr, il faut utiliser une température qui convient à la croissance des moisissures dans le milieu de culture. Cette température est généralement de 28 à 30 degrés. Cette durée de germination peut être écourtée, peut être réduite, si vous voulez, pour gagner du temps, parce que dans le processus de fermentation industrielle, le temps est quelque chose de précieux. Donc, au lieu d'attendre 10 à 12 jours pour que la fermentation se termine, les industriels préfèrent écourter cette durée pour qu'elle n'atteigne que 5 à 6 jours. Et pour l'écourter, pour la réduire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, ils peuvent utiliser des spores qui sont pré-germés. Donc, lorsque les spores sont pré-germés, on va donc réduire la durée de la phase numéro 1. Suite à la phase numéro 1, on va assister maintenant à une deuxième phase qui est une phase exponentielle de croissance. Lors de cette phase, on assiste à un développement important du mycélium, et ce, durant les 2 premiers jours de la fermentation. On va assister aussi à une forte consommation du sucre, en l'occurrence le saccharose, et on va remarquer une très faible synthèse du citrate. Donc, lors de la phase 2, qui correspond à la phase exponentielle de croissance, donc le développement important du mycélium, c'est uniquement le mycélium maintenant qui se développe. Durant cette phase, il y a une très faible synthèse de l'acide citrique. Et on assiste aussi, au 4e critère, un taux de croissance mu qui est constant. Donc, la phase 2 est caractérisée par 4 paramètres: un intense développement du mycélium, ensuite une forte consommation en sucre, et puis une très faible synthèse de l'acide citrique, et puis un taux de croissance mu qui est constant. Il faut dire que la croissance du mycélium obéit à l'équation suivante. X indice T est égal à X indice petit t exponentielle de mu T moins TA. Alors, le XT, c'est quoi? Le XT correspond en fait au poids sec
du mycélium à un temps qui est donc le temps petit t. Et ce poids sec, généralement, il est mesuré et exprimé en grammes par litre. Le x petit a que vous avez ici, il correspond aussi au poids sec du mycélium, mais à un temps petit a. De telle manière que le petit a, bien sûr, est plus petit par rapport au petit t. D'accord ? Le t, c'est un temps, bien sûr, qui est relatif à la phase 2, et c'est un temps qui est exprimé en heures. Et le taux de croissance mu, bien sûr, vous le savez, donc en fait, le taux de croissance, c'est en fait le nombre de divisions par unité de temps, et le temps, bien sûr, c'est heure. Après la phase 2, la fermentation, le processus de fermentation, ou bien le mycélium, si vous voulez, la croissance du mycélium, va entrer en phase numéro 3. Et cette phase numéro 3, elle correspond en fait à une phase de perturbation de la croissance. Qu'est-ce qui caractérise la phase numéro 3 ? Cette phase est caractérisée par une diminution de la croissance du mycélium. Et en même temps, on va assister à un début de la production de l'acide citrique et parallèlement, bien sûr, on va remarquer une baisse conséquente, une baisse importante du pH. La baisse du pH est attribuée, bien entendu, à la synthèse de l'acide citrique. Cette phase numéro 3 serait probablement produite par un épuisement du milieu de culture, notamment en phosphore et en azote. En effet, le phosphore, que vous avez ici, c'est l'élément de base qui permet la synthèse des acides nucléiques et des phospholipides membranaires. Et donc, pour la souche d'Aspergillus niger, lorsque la concentration en azote et en phosphore diminue dans le milieu de culture, c'est le signal pour que le mycélium maintenant va changer de direction et va commencer à synthétiser de l'acide citrique. Il arrête donc son développement pour synthétiser maintenant de l'acide citrique. Durant la phase numéro 3, le taux de croissance, il passe en principe par 3 phases. La première des phases, c'est qu'il va diminuer. Ensuite, il va s'annuler. Ensuite, il va reprendre. On peut schématiser ceci, si vous voulez, de la manière suivante. Schématiquement. Le taux de croissance, bien sûr, je fais allusion maintenant au mycélium, donc les divisions du mycélium. On vient de dire qu'il diminue, donc on peut supposer que la croissance était comme ça, par exemple. À ce stade-là, qu'est-ce qu'on remarque ? Le taux de croissance, il va commencer à diminuer. Puis il s'annule, et puis il augmente. Vous voyez donc, on peut dire qu'il y a 3 phases. La phase numéro 1, la phase 2, et puis la phase 3. Pour mu, c'est schématiquement. Le taux de croissance, il diminue, il s'annule, puis augmente.
Alors, lorsqu'il augmente, normalement, l'augmentation du taux de croissance va marquer l'entrée de la fermentation, ou bien il va marquer le processus de développement du mycélium dans une nouvelle phase qui est la phase 4. Et cette phase, normalement 4, c'est une phase de seconde croissance. Donc, mu, il a diminué, il s'est annulé, et puis il commence à reprendre. La reprise de la croissance va normalement marquer le début d'une nouvelle phase. C'est une phase d'une nouvelle croissance du mycélium. Donc, c'est la phase de secondaire de croissance. C'est la phase numéro 4. Voilà, c'est la phase secondaire de croissance, ou bien c'est la deuxième phase, la seconde phase, si vous voulez, de croissance. Qu'est-ce qui se passe durant cette phase numéro 4 ? Eh bien, durant cette phase, on remarque une accélération de la production de l'acide citrique. Donc, bien que le mycélium a repris son développement et sa multiplication, il a donc viré vers le stade de production de l'acide citrique. Et durant cette phase, la majorité de l'acide citrique se forme. Et les travaux de recherche, les fermentations si vous voulez, ont montré que cette phase peut durer 4 à 6 jours. Et pourquoi 4 à 6 jours ? Cette durée variable dépend bien sûr de la température et puis elle dépend aussi de la concentration en sucre. Si vous mettez beaucoup de sucre dans le fermenteur, il est normal que la phase de sa dégradation va être prolongée. La température, on vient de le dire, c'est une température qui influe sur le taux de croissance du mycélium. Ainsi, la cinétique de production de l'acide citrique peut être influencée par les paramètres suivants. La teneur en acide citrique, la teneur en sucre résiduel, la valeur du pH et la masse mycélienne produite. Voici donc 4 paramètres, 4 facteurs. La cinétique, elle varie en fonction de la teneur en acide citrique. Bien entendu, si vous avez très peu d'acide citrique qui est formé dans le fermenteur, cela veut dire que la souche de Aspergillus niger doit entrer encore en forte activité pour former l'acide citrique. Donc la cinétique est influencée par la teneur en acide citrique. La teneur en sucre résiduel. Si dans le fermenteur, il ne reste que peu de sucre, que peu de saccharose, ça veut dire que la cinétique de production elle va diminuer maintenant. Elle est influencée par la concentration en substrat qui est le saccharose. Si en revanche, il y a encore beaucoup de sucre dans le fermenteur, eh bien à ce moment-là, le mycélium doit faire une très forte activité, donc une grande cinétique. La valeur du pH. Nous avons dit tout à l'heure que le mycélium, c'est-à-dire l'Aspergillus niger, possède une activité optimale de production de l'acide citrique lorsque le pH se situe entre 2,5 et 3,5. Eh bien, justement, si le pH dans le fermenteur est situé aux environs de ces valeurs, ça va encore stimuler la cinétique de production de l'acide citrique. Enfin, la masse mycélienne produite. Si vous avez une grande masse mycélienne au niveau du fermenteur, ça veut dire que cette grande masse, elle va entrer en activité, et donc c'est une activité qui est très très importante, et donc on pourra dire que la cinétique de production est très importante aussi. En revanche, si au niveau du fermenteur, il n'y a que très peu de masse mycélienne qui est produite, eh bien
la cinétique de production de l'acide citrique sera quand même faible. Donc vous voyez que la cinétique de production de l'acide citrique, elle dépend donc de ces 4 paramètres. Il faut signaler encore une chose, c'est que la cinétique de production de l'acide citrique est aussi influencée par les éléments qui sont le phosphore, le fer, le cuivre, le zinc, le manganèse et le magnésium. Dans ces éléments nutritifs, dans ces éléments minéraux, il y a certains qui sont qualifiés de macroéléments, tels que le phosphore par exemple, certains qui sont qualifiés de oligoéléments, c'est le cas du fer, du cuivre, zinc, etc. Et bien sûr, la cinétique de production est influencée par la concentration de ces éléments au niveau du fermenteur. Il faut veiller à ce que ces éléments soient présents en concentration convenable et limitée. S'il y a un manque très très important ou s'il y a une grande quantité de ces éléments minéraux, la réaction de production de l'acide citrique va être fortement influencée et elle va bien sûr fortement baisser. Ceci est donné par une référence, je vous signalais ici une référence qui montre que bien sûr la cinétique de production de l'acide citrique est influencée par ces éléments minéraux.